Oui, et une tisane sans sucre, puisque c'est le sujet de Sans notre sucre. soirée, de notre émission d'aujourd'hui. On va avoir avec nous tout à l'heure un invité qui sera en direct par téléphone, puisqu'il ne peut pas se déplacer, et qui va justement nous partager son expérience du diabète, comment il vit depuis qu'il a appris qu'il avait cette maladie, diabète type 2. Et aux commandes avec nous ce soir, Sofiane, qui est le maître de cérémonie et le DJ. Sofiane. Et l'huissier de justesse. Et lui, ouais, exact, l'huissier de justesse, tout à fait. Tout à fait. Toujours un plaisir d'être avec toi, Sofiane. Pareil, grand plaisir. Alors oui, on va parler du sucre parce que, figurez-vous, chers abonnés, que nous avons un sujet là détonnant puisqu'il touche à plusieurs domaines différents. Donc on va parler un petit peu d'histoire, l'histoire de ce produit que nous avons tous dans notre cuisine, qui est répandu partout sur la planète, dans quasiment tous les produits industriels. Et on sait, grâce à un livre que je vais vous présenter et sur lequel je me suis basé ce soir pour préparer l'émission, que ce produit-là, en fait, ce n'est pas un produit anodin. Ce n'est pas simplement quelque chose qui est là pour juste donner ce bon goût que nous apprécions tous. Non, non, pas du tout. C'est quelque chose de plus... Alors, je ne sais pas quels termes je vais utiliser au cours de l'émission pour ne pas vous faire peur, mais soit... Pervers. Pervers, ah, la Camille, Ouais. il a été fort du premier coup. Mais l'huissier de justesse approuve. Hein. L'huissier de justesse approuve, donc on va l'utiliser. Effectivement, c'est un produit extrêmement pervers, puisqu'il pervertit le corps humain, que les calories qu'il contient ne sont pas du tout des calories adaptées à notre énergie vitale, et qui non seulement c'est pas adapté, mais en plus ça produit des maladies qui sont extrêmement graves. Sans compter des incidences sur le cerveau de l'être humain. Et en fin d'émission, je vous donnerai quelques références. Le livre, évidemment, je vais en parler en long et en large, puisque c'est la base de mon travail de ce soir, de notre travail. Et en fin d'émission, je vous donnerai quelques vidéos à regarder pour étendre le sujet. Et pour moi, je considère que c'est un sujet de société, c'est même un sujet de civilisation. Donc ce livre, c'est Le sucre, l'enquête sur l'autre poudre de Bernard Pellegrin. Donc Bernard Pellegrin, c'est un journaliste. Et il a fait une enquête sur ce sucre, ce produit qu'on utilise depuis notre tendre enfance, mais qui n'a pas toujours été le produit que l'on connaît aujourd'hui, puisque depuis à peu près, on va dire, une cinquantaine, allez, 70 ans maintenant, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'histoire a pris une toute autre tournure par rapport au sucre. Donc cette émission, il y aura plusieurs parties. Je vais d'abord vous faire une petite introduction à l'histoire du sucre pour que l'on puisse voir comment les peuples d'avant nous et les civilisations faisaient avec ce produit-là. Et puis après, on va parler plus du côté santé avec Camille, qui est, je vous rappelle, naturopathe et que vous pouvez retrouver sur Instagram et les différents réseaux. Si vous avez besoin de ces services ou vous avez des questions, vous pourrez aller le contacter. On aura notre invité qui va nous parler de son expérience et enfin, une note un peu plus philosophique justement pour cette société. Où va notre société qui est soumise à des produits dont elle ne connaît même pas les tenants et les aboutissants. Donc l'histoire du sucre va remonter un petit peu, même beaucoup, pas un petit peu, aux origines. Donc on va dire jusqu'à moins 10 000 ans, jusqu'à l'an 1000, donc on a 11 000 ans d'histoire, on a les premières traces de sucre au niveau du Pacifique et de l'Inde. Et le texte le plus ancien qui nous est parvenu, c'est un texte en sanskrit, donc c'est une poésie qui s'appelle le Ramayana, dans laquelle elle exalte le sucre. Donc là, on est dans quasiment la préhistoire, hein. On n'est pas loin de la préhistoire. Ensuite, il y a les Assyriens qui vont acclimater la canne à sucre vers l'an moins 3000 dans le golfe Persique. On parle même du sucre en moins 325 avec Néar, qui est un compagnon de Alexandre le Grand. Et il va utiliser une expression, il va trouver dans la vallée de l'Indus, l'Indus c'est en Inde, il va voir des cannes à sucre et il va appeler ça les roseaux à miel. Puisque la seule source de sucre à l'époque, c'était le miel. Et quand ils ont découvert la canne à sucre qui, je le rappelle, est la plante la plus cultivée au monde, la canne à sucre. Donc le sucre, par rapport à Rome et Athènes, puisque en France, on est de civilisation gréco-romaine, historiquement, il n'y a pas de trace du sucre, en dehors du miel. Évidemment, le miel, c'est quelque chose qui est un petit peu apprivoisé partout, ce qui n'est pas compliqué à faire.
Donc tout le monde maîtrisait un petit peu tout ce qui concerne le miel. Ensuite, ça va se déplacer vers les ports en Méditerranée, donc Naples, Gênes, Venise, où il y avait énormément de commerce, puisque c'était un carrefour de civilisation. On était au milieu de plein d'aires géographiques. Donc, à partir du moment où on a commencé à avoir ce produit sur le marché, il a été distribué à partir des ports italiens. La première raffinerie, c'est une création arabe. Donc, c'est sur l'île de Candie, puisque sucre Candy, je ne sais pas s'ils ont fait un rapprochement. Vous savez, il y a une marque qui s'appelle comme ça. Je sais pas ça veut dire sucre. Oui, totalement, ouais. oui. Ouais. Et c'est Candy. Les bonbons. voilà. Et là, c'est Candy, et c'est en Crète, en fait. Et quand les Arabes, ils dominaient cette partie du monde, donc là, on est au 9e siècle, hein, après Jésus-Christ, ils ont fait cette première raffinerie. Donc la technologie liée au sucre, elle a évolué avec le temps. Et on a, avec l'islam qui est arrivé, une expansion du sucre de Damas à Séville. Séville qui était l'ancienne Andalousie, où il y avait toute l'expansion musulmane, aussi bien une expansion philosophique, religieuse qu'économique. Et dès l'an 1000, donc là, on va dire c'est la première limite, parce que j'ai découpé cette période historique en 3 parties, on arrive au Moyen-Orient à une maîtrise du sucre. Maîtrise du sucre dans l'alimentation, mais qui n'était pas autant répandu que ça. Les gens ne l'utilisaient pas pour tout et n'importe quoi, comme nous on fait aujourd'hui. D'accord ? Ensuite, on a une deuxième phase historique, à partir de ce moment-là, où le sucre devient d'abord un médicament. Il est utilisé par les apothicaires, les pharmaciens de l'époque, pour faire des préparations médicamenteuses, mélangées probablement avec des plantes, des choses comme ça. Ça devient aussi un symbole de prestige, puisque les produits comme les épices de l'époque, dans les cours européennes, notamment là en Italie, c'est des produits tellement répandus. C'est un peu genre, c'est à la mode. On envoie des explorateurs, ils vont trouver des nouveaux produits et ils vont les ramener dans les cours pour un peu le luxe, quoi, comme si c'était du parfum d'aujourd'hui, des choses comme ça. Et à la Renaissance, donc au XVIe siècle, la canne à sucre est introduite au Brésil et aux Caraïbes par les Hollandais. Au Brésil par les Portugais et aux Caraïbes par les Hollandais. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le Brésil est un acteur essentiel, parce que de ce que je me souvienne, c'est le premier producteur mondial de sucre. Le Brésil. Le Brésil. Je vais vérifier. L'huissier de justesse. Voilà, l'huissier de justesse, Sofiane, en direct, mesdames et messieurs, va vérifier pour vous et pour nous. En Europe, le premier producteur, c'est la France. Notamment par la betterave. La betterave, à sucre. Ouais, la betterave à sucre. Donc, Marie de Médicis amène le sucre à la cour de France avec ses confiseurs florentins. Au XVIIe siècle, Colbert, le ministre, développe des raffineries à Nantes et à Bordeaux. L'huissier de justesse. Les principaux pays sont le Brésil, l'Inde, la Chine et la Thaïlande. Voilà. 1 tonne de tige de canne. Ça fait 100 kilos de sucre. Ou 100 litres d'éthanol carburant. Voilà. Apparemment, on peut faire aussi du carburant. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, c'est pour ça que c'est un produit qui est intéressant du point de vue économique. Donc je disais que Colbert, le célèbre ministre, a développé des raffineries dans les villes de Nantes et de Bordeaux. Et à Orléans aussi, on va raffiner le sucre, puisque vous savez que historiquement, on a un lien avec les Antilles. Et la canne à sucre est plantée et puis est développée là-bas. Donc au XVIIIe siècle, le sucre accompagne le café dans les cafés naissants. Et là, on a toute une culture du café, notamment par l'esprit des Lumières. Donc les philosophes des Lumières, c'était des gens qui fréquentaient des salons. Et à cette époque-là, donc le XVIIIe siècle, ils fréquentaient le café où on boit un café, aussi on parle de débats littéraires, politiques, de pensée, d'histoire, etc. On a même un texte de Voltaire, vous connaissez Candide ou La Destinée, c'est un célèbre texte de Voltaire qui est assez court, où il dénonce l'esclavage lié à la production de sucre, et dans un de ces passages, il va même dire que, en critiquant l'esclavage, etc., et à un moment donné, il dit qu'il faut bien ramener du sucre, en fait, pour justifier l'esclavage. Donc la pensée, c'est que ces produits-là, il y a un coût humain à leur production. Et enfin, on va assister à l'ère industrielle et à la démocratisation du sucre. Ça va être toute cette phase-là du 19e siècle. Et là, on sait que le 18e siècle, fin du 18e et tout le 19e, on est dans un moment civilisationnel charnière, puisque c'est en même temps le développement de nouvelles technologies, donc le bateau à vapeur. On va avoir une extension du monde incroyable, puisque grâce au bateau à vapeur, on peut aller... tu vas beaucoup plus vite. Tu vas beaucoup plus vite, partout, beaucoup plus loin, tu peux ramener des marchandises, tu peux échanger, etc. Et le produit quand même qui va accompagner cette
expansion et qui le caractérise bien, c'est le sucre. Donc cette troisième partie, c'est cette ère industrielle dont nous sommes les héritiers aujourd'hui, évidemment. Donc on a le début du 19e avec un célèbre épisode historique avec le blocus continental de Napoléon qui a empêché justement le sucre de pénétrer en Europe. Et quand il a fait cette interdiction, on a cherché un produit pour se substituer au sucre de canne. Donc c'est à partir de cet épisode-là qu'on va avoir la culture de la betterave en France, au 19e siècle. Ouais. Ça va s'imposer à ce moment-là. Donc il y a un développement massif de la culture en Île-de-France et en Picardie, donc tout autour de Paris. Et le sucre devient un produit courant à côté du sel et du pain. Mais jusqu'en 1900, les gens, donc on va dire l'ouvrier moyen, ne consommaient pas plus de 2 sucres par jour. 2 sucres par jour, c'est pas méchant. Là, ça va. C'est pas méchant, d'accord ? Et à partir du XXe siècle, là, on a une explosion de la consommation avec la civilisation qu'on peut même qualifier de civilisation du sucre. Donc aujourd'hui, en moyenne, on consomme 40 morceaux de sucre par jour. Je sais pas si on... En tout confondu. Tout confondu, c'est-à-dire que à partir de ton petit déjeuner, le matin, et la plupart des petits déjeuners, on sait qu'ils sont constitués d'éléments sucrés en France, parce qu'on a une culture du petit déjeuner sucré en France. C'est pas comme certains pays. Aux États-Unis, les omelettes, machin. Ouais, c'est ça, tout à fait. Dans la culture anglo-saxonne, on va plutôt manger salé. Mais là... Et même avec les céréales. Alors, toi, les céréales, ils rajoutent du sucre raffiné dedans à fond. En fait, les céréales, excusez-moi l'expression, c'est le piège en vrai, non ? C'est une vraie saloperie. Ah vous savez, les céréales petit déjeuner, vous savez qui c'est qui a inventé ça ? Le petit-déj ? Ouais, le petit-déj, mais le petit-déj qu'on connaît là. Kellogg's. Vous connaissez Kellogg's ? Ouais. Oui. Kellogg's, c'est un mec qui est un chrétien fervent. Et son projet au départ, c'était quoi ? C'était, en tant que chrétien fervent, faire en sorte que les jeunes soient chastes. Quel est le rapport avec les céréales ? Eh bien, en fait, les céréales, quand il les a mélangées avec le sucre, c'était destiné à faire baisser la libido chez les jeunes. Et c'est pas quelque chose de complotiste. Hein. C'est écrit noir sur blanc. Et ceux qui ne me croient pas, vous irez vérifier dans le livre de Jacques Attali. Parce que c'est Jacques Attali le premier que j'ai entendu dire ça. Et puis en préparant l'émission, je suis tombé sur des articles qui parlaient de ce phénomène-là. Donc là, on est face à quelque chose qui est quand même c'est surprenant. Et après, on a toute la culture de la nouvelle hygiène. Vous savez qu'à partir du 19e siècle, on a une évolution un petit peu de la société, des normes d'hygiène, de la maîtrise de l'eau, etc., etc. Et en même temps, on a cette pensée que le médecin, il va un peu se substituer, ou la science se substitue un petit peu à la religion. Et le médecin, aussi, il va dicter certaines normes pour changer le quotidien et la vie des gens. Parmi ces normes, il y avait quoi ? La façon de manger. Donc l'introduction, par exemple, du petit déjeuner. Le petit déjeuner, dans plein de cultures, ça n'existait pas, en fait. Mais dans la civilisation comme ça, qui se globalise, on a imposé un modèle en disant il faut, le matin, boire du lait, manger des... je ne sais pas si on a le droit de dire des marques, des cornflakes, des trucs comme ça. Oui, il fallait que tu tiennes dès le matin pour pouvoir bosser, quoi. Exactement. Il faut ton énergie du matin grâce à ton petit déjeuner. Mais... Petite parenthèse, vas-y. On n'est pas obligé d'avoir le petit-déj pour avoir de l'énergie. Exactement. mais ça, c'est encore des croyances qui sont assez importantes. Donc là, on est passé... alors là, les 40 morceaux de sucre, c'était des chiffres d'il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, le sucre, il est partout. Le petit déjeuner, tu prends, admettons, un enfant, le matin, il va prendre... du Nutella. Voilà. Déjà, il va prendre son pain. Tu prends du pain. Le pain dedans, la farine, c'est du sucre. Tu prends du Nutella. Ah, c'est pas du sel dans le pain ? Il y a du sel, évidemment. Ah, ok. Mais la farine elle-même. L'amidon, c'est un glucide. Voilà, c'est ça. Ok. Ah, je savais pas. C'est un truc de fou. Et tu prends ton pain, vas-y. C'est encore une autre forme de sucre que le sucre raffiné, bien entendu. Mais effectivement, alors, d'un point de vue naturopathique, nous, on part du principe que si tu dois transformer l'aliment pour pouvoir le consommer, c'est qu'il n'est pas fait pour toi à la base. Normalement, on doit pouvoir le manger cru. Et là, le blé, qui est rempli d'amidon, c'est du sucre. Justement. C'est du sucre qui n'est pas adapté pour l'être humain, en tout cas pour notre système digestif.
Sur le petit déjeuner, Donc, et là, on va, oui. là, on va en parler dans un instant, justement, dans cette deuxième partie de l'émission avec toi, Camille. Tu prends ton petit déjeuner le matin, tu as déjà ta dose maximale de sucre, tu l'as dépassée. Tu as le pain, tu mets du Nutella ou tu vas Le mettre... jeu multifou, il a le Joker, là. Alors ça, c'est encore pire. C'est du mazout. Ouais. C'est de l'essence. Tu bois ça, là, tu t'éclates l'estomac, c'est que du sucre, en fait. Et le lait aussi. Le lait, là, tu vas tremper avec tes céréales. Les céréales, c'est du sucre. Le lait aussi, dedans, ben, c'est du sucre. Et tu arrives dans ta journée, tu as commencé, tu es déjà rempli d'une énergie, mais c'est pas une bonne énergie. C'est une énergie un peu artificielle. Vous voyez ? Donc déjà, la journée, elle commence, on va dire, de manière excitée. Et c'est très mauvais mélange. Oui, bien sûr. Il y a très, très mauvais mélange. Et justement, on va rapidement passer à la deuxième partie de cette émission pour parler justement de ce sucre. C'est quoi ? Chimiquement, c'est quoi ses effets ? Comment ça fonctionne ? Et les maladies qui sont liées. Et puis dans un instant, on va appeler notre invité. Camille, le sucre, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors déjà, il y a sucre et sucre. Le sucre est indispensable pour la vie. Tu vois, c'est notre carburant. Après, moi, je qualifie, pour simplifier, le bon sucre et le mauvais sucre. Alors, c'est un sketch des inconnus. Tu as le bon chasseur et le mauvais chasseur. Alors, c'est quoi le bon sucre, c'est quoi le mauvais sucre ? Alors déjà, le sucre, donc on parle de sucre, c'est, on appelle ça un glucide. Donc ça, c'est vraiment le carburant de notre corps. Et il a un rôle vraiment très important au niveau des cellules, puisque c'est lui qui permet de produire l'ATP. Donc adénosine triphosphate, c'est ce qui nous permet d'avoir de l'énergie. Alors, on trouve trois types de glucides différents. Donc, on a les glucides dits simples. Donc, c'est le glucose, le fructose et le galactose. Le glucose, on en entend beaucoup parler puisque c'est celui qu'on utilise le plus dans notre corps, notamment au niveau de nos muscles. Notre cerveau adore le glucose. On en a besoin. Après, il y a les glucides doubles, comme le saccharose. Donc là, c'est notre fameux sucre blanc. Le sucre voilà. blanc, la drogue. Le lactose qu'on retrouve dans le lait et le maltose qu'on retrouve dans les céréales, par exemple. Et après, tu as les glucides dits complexes. Donc là, c'est les sucres lents, voire non digestibles pour nous. Dans les pâtes et des choses comme ça. Voilà, les pâtes, tout ce qui forme de l'amidon, tout ce qui est fibres. Donc, tu as des fibres molles, on va dire à peu près douces, qui sont digestibles, et tu as les fibres dures qu'on ne digère pas du tout. Toi, qu'on a dans les fruits, qu'on a dans les légumes. Et le problème du sucre raffiné qu'on a, c'est qu'on l'a tellement transformé que ça devient un sucre à calories dites vides. C'est-à-dire qu'il n'a plus de minéraux, il n'a plus de vitamines, il n'a plus rien. Il a juste son un placebo, produit, C'est ça. Alors, c'est-à-dire qu'on n'a plus les constituants nécessaires pour une bonne santé, c'est ça ? C'est ça, c'est qu'on a vraiment isolé un composant de cet aliment, donc via de la canne à sucre ou de la betterave à sucre, et on l'a tellement travaillé pour l'isoler qu'on n'a plus tout le reste. Et c'est ça d'où vient le problème, parce que le sucre en lui-même, il n'est pas négatif. C'est le fait de l'isoler. À partir du moment où tu isoles un composant, là, ça devient délétère pour le corps parce que tu en consommes encore plus et pas comme il faut. Alors que quand tu as vraiment un ensemble de différents types de glucides, et avec les éléments qui vont avec, donc vitamines, tout ce qui va avec, enzymes et tout, là, ça devient bon pour le corps. Quand tu manges du sucre tout simple, ça te provoque un pic de glycémie. Enfin, quand je dis sucre simple, le sucre raffiné, ouais. Ça te provoque un pic de glycémie parce qu'il n'y a rien pour le freiner. Ça va direct dans le sang, pauvre, ça remonte, gros pic d'insuline, et au bout d'un moment, si tu fais ça, ton pancréas, il trinque. Alors, justement, c'est quoi le lien entre le sucre et l'insuline ? Alors, quand tu as beaucoup de sucre dans le sang, ton pancréas, le cerveau se rend compte et il va dire au pancréas, ok, là j'ai trop de sucre dans le sang, il faut que les cellules consomment. Donc là, le pancréas, il va produire une hormone qui s'appelle l'insuline. On utilise beaucoup l'image de la clé et de la serrure. Et ben, l'insuline, c'est la clé qui permet d'ouvrir la serrure des cellules pour que le glucose rentre à l'intérieur pour fabriquer de l'ATP qui donne de l'énergie. D'accord, très bien. Donc c'est pour ça que c'est indispensable. Sauf que, comme on consomme beaucoup de sucre aujourd'hui, le pancréas, il va produire beaucoup d'insuline. D'accord. Sauf que
quand t'en as trop, t'auras beau de produire d'autres clés, si les cellulures elles sont déjà toutes prises et que la cellule est saturée, quand il y a trop de glucose, il y a trop de glucose. D'accord. Et donc c'est là que les problèmes commencent. Et ces problèmes-là occasionnent des maladies. À long terme, oui. À long terme. Oui. À plus ou moins long terme, oui, effectivement. Déjà, ça induit que ton foie doit déjà transformer ce sucre, ce glucose, en glycogène pour pouvoir le stocker. Mais quand il en a trop, là, il va le stocker sous forme de graisse. Donc, il y a un rapport entre l'obésité et le sucre. Oui, largement. Alors, il y a beaucoup de facteurs, point de vue obésité, mais le sucre en fait partie. Parce que je dis ça parce que, à travers les articles que j'ai lus et le bouquin de Bernard Pellegrin, je vous rappelle qu'on travaille sur le livre de Bernard Pellegrin, Le sucre, l'enquête sur l'autre poudre, où pendant longtemps, on a dit que ce qui provoquait l'obésité, en grande partie, c'était pas le sucre. Et il disait même que le sucre faisait faisait baisser. Pardon, c'est un lapsus. Et justement, non, ça fait l'inverse. C'est révélateur. On s'est fait avoir. Tu vois, c'est mon subconscient qui parle très fort. Et en fait, il fait baisser l'obésité. C'est-à-dire que ce qui va être le plus dangereux pour le corps, c'est les graisses. Et donc, il y a eu toute une politique publique orientée sur le combat contre les graisses, les mauvaises graisses, etc. à l'époque, alors qu'en vérité, donc les lobbies du sucre, on va parler tout à l'heure un peu justement de ce souci des lobbies, etc. Eh bien, en fait, ils ont détourné un petit peu l'attention en disant non, c'est pas le sucre. Et ils avaient soi-disant des preuves scientifiques avec des médecins qui venaient parler à la télévision. Je parle surtout des États-Unis, où ils disaient non, en fait, le sucre, ça fait maigrir. Le sucre, ça fait maigrir. Et c'est bon pour la santé, ça donne de l'énergie. Et donc, on avait comme ça tout un discours ultra positif qui, après, s'est avéré être en réalité pas du tout ça. Pas du tout. Après, ils ont raison pour le sucre qui vient des fruits. Naturel, quoi. Oui. Quand tu manges un fruit, tu as un totum. Donc, tu as des vitamines, tu as des minéraux, tu as le sucre, effectivement, tu vois, sous forme de fructose. Il y a différents types de sucre à l'intérieur. Tu as du simple au plus complexe. Quand tu manges des fruits, effectivement, ça donne de l'énergie, mais tu n'as pas le pic d'insuline. Parce que tu as les autres sucres et tu as les fibres, surtout, qui ralentissent l'absorption de ce sucre et qui évitent que ça aille tout dans le sang d'un coup. Donc là, et en plus, c'est rassasiant. Tu vois, donc oui, au bout d'un moment, là, ça aide à la perte de poids. Mais parce que c'est du sucre qui provient des fruits. Nous, on est fait pour manger des fruits. Hein. On est frugivore avant tout. À au moins 50%. Donc, ils ont raison pour ça. Mais ils ont tort en disant ça parce qu'ils parlent du sucre raffiné. Ouais, c'est ça le problème. Tout à fait. On va profiter, on va appeler notre invité justement, puisqu'on va travailler sur la partie qui va concerner justement tout ce qui est les maladies qui sont liées au sucre. Parce que l'objet quand même de cette émission, c'est d'alerter un petit peu les gens, de les éduquer, de leur donner des billes, surtout pour les enfants, puisque on va pas dire que nous c'est trop tard, mais on va dire... C'est jamais trop tard, mais les enfants, c'est jamais trop tôt. Oui. Allô, Swaib. Oui, hello. Comment ça va? Très bien, et toi? Ça va très bien. Je te remercie énormément d'avoir accepté mon invitation pour cette émission et partager ton expérience. Donc, avec plaisir. Comme tu l'as entendu, on a parlé du sucre, un peu d'historique, un peu quelques éléments sur la santé. Et on sait aujourd'hui qu'il y a un lien direct entre la consommation du sucre et des maladies métaboliques. Et parmi ces maladies, c'est une maladie métabolique, le diabète. Ouais, oui, clairement. C'est ça. Donc, et là, donc toi, c'est une maladie qui t'a touché, donc diabète de type 2. Donc, je rappelle que tu es élu municipal à la ville de Duny. Notamment, oui. Voilà, et est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs et abonnés pour qu'ils te connaissent et savent à qui ils ont affaire? Oui, très rapidement, je m'appelle Soueb Toumi, j'ai 33 ans. Je suis, comme tu l'as dit, maire adjoint d'une petite commune du 93, donc Duny. Et je suis aussi en fonction publique territoriale en tant que chargé de mission dans le domaine de l'habitat. Très bien. Je suis marié et je suis l'heureux papa d'un enfant, d'un petit garçon de bientôt 2 ans. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton expérience avant le diabète? Qu'est-ce qui a amené
à cette maladie avant que tu la découvres ou que tu en perçoives les signes? C'était quoi tes routines ou ta façon de vivre, un petit peu tes habitudes? Déjà, très clairement, très mauvaise, parce que le rythme de vie qui était le mien ne permettait pas, ou en tout cas dans le subconscient, je ne le savais pas, mais ne me permettait pas de me nourrir correctement. C'est-à-dire, j'avais pas un rythme régulier et je finissais très tard le soir. Et le soir, je vidais le frigo et j'avais un problème assez important sur les boissons sucrées. D'accord. Notamment, j'ai pas de problème avec les boissons gazeuses que tout le monde connaît, la boisson rouge et blanche là. Ah oui, oui. Mais j'avais plutôt un problème avec les boissons type comme jus de fruits et jus de fruits très transformés. D'accord. Donc voilà, je consommais ça à l'aveugle, hein, tout naturellement. Et, le marketing était fait pour qu'on le consomme de plus en plus. Et il y a maintenant 3 ans, j'ai commencé à ressentir, j'ai eu des symptômes que je ne connaissais pas. Je ne savais pas que c'était des symptômes du diabète, hein. Moi, j'étais plus fatigué que d'habitude, j'urinais beaucoup plus que d'habitude. Et à un moment, j'avais plus de mal à retenir mes envies d'uriner. Donc, mais j'ai jamais fait le rapprochement avec du diabète ou quoi que ce soit. Et ensuite, c'est ma belle-sœur qui est infirmière qui m'a dit ouais, là, ça devient bizarre. Ça ressemble à du Il y a diabète. peut-être des analyses à faire. Donc, je l'ai écouté. J'ai fait une prise de sang et là, la Santos est tombée comme au tribunal. Ah oui. Clairement, je me suis retrouvé à plus de 15% d'hémoglobine glyquée. Ah oui. Et un taux de sucre au-dessus des 5 grammes à jeun. Ah ouais. Alors que c'est quoi la limite? Pour être dans les normes, c'est entre 0,9 et 1,1. 1,1, c'est ça, ouais. Ah oui, là, voilà. Et le glyqué, c'est autour de 6 à peu près. Oh ouais, c'est énorme. Donc oui, le médecin qui a vu mes premiers résultats, mon médecin traitant, m'a dit comment tu fais pour être debout en face de moi, t'es à 2 doigts du coma. Ah ouais. Donc c'était assez... franchement, j'ai pris ça comme un coup près un petit peu. C'est normal, je pense, bien sûr. Moi, ça m'a fait très mal de ressentir ça. Et à ce moment-là, j'ai essayé de changer radicalement. Et ce moment-là, il t'a proposé, est-ce que lui, déjà, le médecin, il t'a proposé des solutions sur ta façon de vivre, etc., et puis des solutions médicamenteuses? C'est ça. J'ai été tout de suite mis sous médicaments. Donc le metformine à grande dose, donc c'était du 1000 le matin, 1000 le soir. Le metformine, donc c'est un autre médicament qui s'appelle glycacide le matin, et un médicament préventif contre le cholestérol, parce que je le savais pas, mais quand tu es diabétique et en surpoids comme moi, tu es plus à même d'être assujetti au cholestérol. Ouais, c'est lié, quoi. Ça fait des conséquences en cascade, quoi. C'est ça. Et le problème, c'est que voilà, j'ai commencé ces médicaments et mon corps a eu beaucoup de mal à l'accepter. Donc pendant 1 mois, c'était des diarrhées, de la fatigue extrême. Ouais. Pas facile à vivre. Ouais, donc il y a une adaptation aux médicaments qui nécessite un petit peu de temps et des effets secondaires, quoi. Mais c'est ça, est-ce qu'on attend que le corps s'adapte ou est-ce que on se met dans le déni et on arrête de prendre ses médicaments? Ah oui, ça c'est dur, hein. Moi je connais un cas comme ça où la personne il veut pas prendre les médicaments. Et il pense moi, j'ai pris pendant un temps, après j'ai arrêté. Ouais. Après j'ai vu que mes analyses ne s'amélioraient pas malgré un changement d'alimentation. Donc j'ai quand même dû prendre mes médicaments. D'accord. Et là, actuellement, est-ce qu'au niveau de ta façon de vivre, sur tes habitudes alimentaires, ton niveau d'exercice, des choses comme ça, est-ce que tu as changé ces choses-là aussi?
Le problème, c'est que je l'ai fait sur un temps, mais j'ai été très radical envers moi-même. Trop radical. Je me suis dit, faut faire baisser ce taux de 15%, faut faire baisser ce taux de 6% à jeun. Donc, je me suis dit, j'arrête le sucre. Je me suis beaucoup moins alimenté, j'ai fait un régime, j'ai commencé à faire un peu de sport. Ouais. Mais j'ai pas tenu sur la longueur. Pour la durée, ça a été trop dur. C'est trop dur. Ça a été très dur et j'ai fait une grosse rechute à repartir dans mes mauvais travers et à reconsommer du sucre, des choses comme ça. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et surtout, ne plus faire de sport et même arrêter mes médicaments. Ah oui, t'as tout arrêté et repris le... Je me suis dit que ça va mieux, en fait. Oui, c'est ça. Donc, tu avais constaté quelques On se dit, ça va mieux. Je suis pas diabétique à vie, quoi. Je l'ai été pendant 6 mois, ça va mieux. J'arrête tout. D'accord. Et la plus grosse erreur que j'ai faite, voilà. D'accord. Et là, donc, tu as repris le traitement et tout ça? C'est ça. J'ai été voir un endocrinologue qui m'a un peu plus adapté le médicament. Et qui m'a aussi fait un peu plus de pédagogie qu'un médecin traitant classique. Ouais. Mais voilà, enfin, je vais pas te dire que j'ai arrêté le sucre parce que, vous avez parlé de l'histoire du sucre juste avant. Ouais. C'est une drogue. Oui, Aujourd'hui, le sucre est plus addictif que la cocaïne. Donc, tout à fait. Moi, je suis un drogué quand même du sucre. Ouais, j'étais pas le seul. J'essaye de prendre ma dose à petite dose, mais bon. Ouais, c'est une expérience comme ça. Je pense qu'il y a des millions de personnes aussi qui sont dans ton cas. Bien sûr. Et d'autres personnes qui sont touchées par d'autres maladies. En tout cas, je te remercie énormément pour avoir participé à notre émission et nous avoir livré ton témoignage pour éclairer un petit peu les abonnés et aussi les orienter. Est-ce que si tu avais un petit conseil à donner grâce à ton expérience, qu'est-ce que ce serait pour nos abonnés ? C'est de ne pas être radical dès le début, de ne pas prendre ça comme une fatalité. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, avec mon traitement, les dernières analyses sont plutôt bonnes. Ah, très bien. Et je ne me prive pas d'avoir quelques petits plaisirs de temps en temps. C'est important, on est en plein mois de Ramadan, sans rien vous cacher, juste avant de vous avoir au téléphone, j'ai éclaté un millefeuille. Ah, mais le millefeuille, t'as le droit, le millefeuille. D'accord ? Ouais, mais le millefeuille tunisien avec le caramel dessus, là, c'est pas... Celui-là, t'as le droit, celui-là. Celui-là, t'as le droit. Ok, c'est bon, alors. Voilà. Si c'est toi qui le dis, c'est bon. Si c'est avec du miel, ça va. Ok, très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Et je te souhaite de retrouver la pleine santé. Et je te dis à bientôt. Merci beaucoup et à bientôt. Et bon courage à tous. Merci, bonne soirée. Salut. Bonne soirée. Donc voilà le témoignage de Souhaib Toumi, qui est maire adjoint à la ville de Djouni. Donc c'est une situation que beaucoup de personnes connaissent aujourd'hui en France, en Europe, mais aussi dans le monde. Donc toi, Camille, quand tu entends ce genre de témoignage lié à cette maladie du diabète de type 2, puisque je signale qu'il y a plusieurs types de diabète. Oui. Et c'est quoi la différence entre les différents diabètes, grosso modo, sans rentrer dans les détails ? Alors, tu as le diabète de type 1 qui souvent apparaît vraiment plus quand tu es enfant. Okay. Donc, on va pas dire que c'est héréditaire, tu vois, que c'est inné, mais c'est qu'il y a un dysfonctionnement de base des îlots pancréatiques. Et le diabète de type 2 est acquis, on l'appelle aussi diabète gras. Donc lui, c'est vraiment parce que tu as un régime de vie qui a usé, et vraiment usé jusqu'à la moelle en premier ton foie. Et comme ton foie n'arrive plus à suivre, ça a usé ton pancréas, et donc les îlots du pancréas qui produisent l'insuline. Et c'est vraiment le régime de vie qui fait que tu contractes un diabète. Et comme il disait, effectivement, il y a le cholestérol qui se met en place à ce moment-là, qui peut être très lié au diabète, parce que, de prime abord, le diabète est une maladie qui touche le foie. On parle beaucoup du pancréas, effectivement, c'est le pancréas, donc on voit les effets avec le pancréas qui sont là, qui sont visibles en premier, mais ça reste une maladie qui, originellement,
provient d'un dysfonctionnement hépatique. Le foie. Et donc, un foie qui fonctionne mal, c'est un foie qui recycle mal son cholestérol. Parce que tu sais, il y a 2 types de cholestérol. Il y a celui qu'on disait le bon et le mauvais. Si tu as du cholestérol qui s'accumule dans ton corps, c'est parce que ton foie n'arrive pas à recycler le cholestérol, à en faire, à permettre de sa transformation et son recyclage, et qui fait en sorte que après il s'accumule soit dans tes vaisseaux, soit ça peut aller dans les autres organes et qui produit encore plus de dysfonctionnements. Et tout un tas de problèmes en cascade. Donc je signale qu'il y a 10 ans à peu près, il y avait 4 millions de diabétiques en France. 4 millions en France. Et dans le monde, on est à 415 millions de diabétiques de type 2. Et je n'ai pas précisé pour la France, mais c'est 4 millions de diabétiques de type 2. D'accord ? Après, on a parlé aussi de surpoids. Oui. Et on parle aussi de diabésité. Le lien entre le diabète et ce problème d'obésité. En France, on a des chiffres qui concernent le surpoids. 41% des hommes sont concernés par le surpoids et 25% des femmes. Donc c'est un IMC qui est supérieur à 25. Et le nombre de personnes en surpoids dans le monde, tout ça, ce sont des chiffres que vous retrouvez dans le livre de Bernard Pellegrin, Le sucre, l'enquête sur l'autre poudre. Le nombre de personnes en surpoids dans le monde, d'après l'OMS, en 2014, donc ça fait plus de 10 ans, 1,9 milliard d'adultes de plus de 18 ans. Dont 90% United States of America. Ah non, il y en a un peu partout. Il y en a un peu partout. Et je crois que le premier pays le plus touché par l'obésité... les États-Unis ? Non, regarde en proportion. Non, c'est les îles Samoa. Et alors, c'est le Qatar, je crois, le premier. Et 25% de la population, je sais pas quoi. Toi, la date, c'était combien là que t'avais ? Il y a 10 ans. Bah là, en 2022, 2,5 milliards. 2,5 milliards, donc... de 18 ans et plus. Et là, tous les chiffres qu'il a donnés, donc Bernard Pellegrin dans son livre, il a dit dans les projections qui vont arriver, parce que le livre, il a plus de 10 ans, c'était des projections alarmantes. D'accord ? Donc là, on a des chiffres, vous avez qu'à taper sur Internet, vous allez voir, vous allez être vraiment étonné. Alors maintenant, on a... Samoa America, pardon. Hein ? Pourcentage d'obésité, c'est la Samoa américaine. Alors, la Samoa américaine, en fait, c'est une île. Et si vous voulez avoir les chiffres exacts, vous allez sur le site de la CIA. La CIA tient en direct, en temps réel, les chiffres de l'obésité dans le monde. Et Bernard Pellegrin, qui nous livre cette information, dit que comment ça se fait qu'une information telle que celle-ci intéresse autant cette agence de renseignement américaine. Pourquoi ? Parce qu'il la considère comme un fléau qui va toucher la population mondiale. Quand c'est des chiffres qui vont justement relever des problèmes comme le terrorisme ou d'autres dangers, ça se comprend. Mais pourquoi l'obésité ? Parce que l'obésité, en fait, c'est en train de devenir quelque chose qui est en train de tuer les gens, littéralement. D'où cette surveillance. J'ai la liste sous les yeux. C'est quoi ? Vas-y, dis-nous. Il y a plein de pays que je connais pas. Vas-y, dis. Bon, Samoa américaine, ok. Ouais. Tonga. Les îles Tonga, ouais. Ces pays-là, ils sont... Nauru. C'est un peu... C'est que les petites îles, les îles Cook, Tuvalu, Samoa, Polynésie française, Bahamas. En fait, la Polynésie, on n'en a pas parlé la dernière fois quand on avait fait notre émission sur le jeûne, mais la Polynésie est extrêmement touchée par les problèmes d'obésité. Ça va de 45% à 100%. Oui. La Samoa américaine, ils sont 100%. Ouais, Samoa, c'est une catastrophe. Les îles Samoa, c'est une catastrophe. Et pour un pays qu'on connaît, enfin une région qu'on connaît, c'est la Polynésie française, ça fait partie de la France. Ils ont inscrit dans leur constitution la pratique du jeûne. Ça fait partie de la politique de santé publique. Pourquoi ? Parce que en fait, ils sont face à une catastrophe sanitaire qui peut décimer une partie de leur population. Donc, ils s'en sont inquiétés et ils ont justement trouvé cette solution parce que quand on remonte aux origines, on voit bien que les produits qu'ils consomment par l'importation, ce n'est pas des produits qui sont adaptés à leur morphologie. Et là, bon, on va en parler plus tôt tout à l'heure, mais ça pose des questions justement sur les pratiques culturelles de tout à chacun. Tiens, les aires géographiques. Quand il y a un peuple,
qu'est-ce qu'il cultive, qu'est-ce qui a une influence sur lui, qu'est-ce qu'il peut manger. Et à l'ère de la globalisation, de la mondialisation, quand tu fais croire aux gens que tu peux tout manger à n'importe quelle heure et à n'importe quelle saison, c'est pas possible. Notre invité tout à l'heure nous a parlé d'une une expérience, c'est celle de Serge Ahmed. Serge Ahmed, c'est un biologiste, un addictologue plus exactement, qui travaille au CNRS, il est à Bordeaux. Et je pense que beaucoup des abonnés connaissent son travail, mais vous ne savez pas que c'est lui qui l'a fait. C'est l'expérience où il avait mis une souris et une partie de la cage dans laquelle la souris elle était, il y avait de la cocaïne ou de l'héroïne, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Cocaïne. De la cocaïne. Ouais. Et de l'autre côté, c'était du sucre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la souris, elle était déjà accro à la cocaïne. C'est-à-dire pendant plusieurs semaines, ils lui ont donné des petites doses pour l'habituer à la cocaïne. En fait, elle était accro à la cocaïne. Ils l'ont mise dans la cage. En intraveineuse. En intraveineuse. Ils l'ont mise dans la cage et ils se sont dit vers quelle source d'approvisionnement elle va aller plus vers la cocaïne ou plus vers le sucre. Donc la souris, elle rentre dedans, elle va dans les deux et au final, elle va dans quoi? Le plus, au bout d'un moment, c'est le sucre. Et après, Serge Ahmed fait la même expérience sur un groupe de souris, 120 souris. Et sur les 120 souris, il y en a 80 qui vont systématiquement aller plus vers le sucre que vers la drogue. Enfin, non, les deux, c'est des drogues, mais plus la drogue qui coûte le moins cher. La drogue dure et la drogue, je ne sais pas si elle est plus douce ou plus dure, mais en tout cas, elle est... Donc, voilà, ces choses-là, ces éléments-là, c'est vraiment, il faut s'y intéresser parce que y a des conséquences sur notre vie de tous les jours et nous, on ne fait pas nécessairement le lien avec le sucre. On ne se dit pas, déjà, il y a plein de produits, on ne se dit pas qu'il y a du sucre. Dans le livre, il raconte une histoire, Bernard Pellegrin, il dit il va dans un supermarché et il est parti consulter les étiquettes de certains produits. Et à un moment donné, il va moutarde. Il arrive, il voit sucre. Il va dans un rayon charcuterie, il prend le premier truc, c'était jambon de poulet ou de dinde halal, Fleury-Michon. Il regarde, sucre. Et le jambon de porc aussi. Oui, mais bien sûr. Sirop de glucose. C'est ce qu'il dit, Serge Ahmed, il dit jambon blanc, sucre. Et après, il y a un professeur qui est très connu, il s'appelle James Phillips, c'est un médecin anglais. Il avait été mandaté par l'OMS en 1990 pour faire une étude pour voir ce sucre qui est dans tous les aliments, à quoi il sert exactement. Il rend un rapport. Qu'est-ce qu'il met dans la conclusion du rapport? Le sucre ne sert à rien dans ces produits. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune justification, ni alimentaire, ni... Alors, pour le goût, ça va se justifier, mais on peut trouver d'autres façons de le faire pour le goût. Mais il dit, en fait, le niveau d'énergie dont on a besoin pour ces produits, ça ne justifie pas d'y mettre du sucre, et ça sert à rien. Et je peux vous dire que dans l'industrie du sucre et des lobbies du sucre, en fait, ils n'étaient pas contents. Parce que l'OMS, c'est quand même un organisme assez important dans le monde. Et quand on leur dit que vos produits sont dangereux pour la santé humaine, nécessairement, les lobbies qui gagnent de l'argent avec tout ça, ils disent non, en fait, non. Parce qu'en plus, eux, ils payent des millions de dollars, certains laboratoires, pour montrer que leurs produits sont sains, ils sont bien, etc. Et ça pose quand même une question. Là, c'est une question philosophique qui est liée à la politique et à l'économie. C'est aujourd'hui, comment on peut faire confiance à des laboratoires où il suffit simplement de leur donner de l'argent, parce que s'il y a une misère scientifique, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas mener tes expériences. On l'avait vu quand on avait traité notre sujet du jeûne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de laboratoires. Pourquoi ils ne font pas leurs expériences? Ils ne peuvent pas mener des études. C'est un manque de moyens. Qui c'est qui possède la force économique en général? C'est les entreprises. C'est des grosses boîtes qui ont des milliards et des milliards. Mais si toi, tu fais quelque chose, une étude qui ne va pas dans leur sens, non seulement qui ne va pas dans leur sens, mais qui va montrer que ce qu'ils font, c'est dangereux, non seulement ils ne vont pas te financer, mais s'ils peuvent te mettre un tacle sous la ceinture, ils vont ne pas hésiter à le faire. D'ailleurs, le docteur James Phillips, qui était apparu dans le reportage de Élise Lucet, je pense que tout le monde connaît Élise Lucet de Cache Investigation, il a dit, d'expérience, et ça se voyait, il faut vraiment regarder le reportage, l'expression de son visage quand il dit ça, il a dit, si vous vous frottez à eux, ils vous flinguent.
Donc ça veut tout dire. C'est la mafia. Ouais, c'est des mafias un petit peu, on va dire, officielles, qui ont pignon sur rue. Et voilà. Mais terminons justement sur l'aspect plutôt santé. On va après enchaîner rapidement pour conclure sur toute cette histoire de politique, de lobby et autres bassesses. C'est les autres maladies, Camille, qui peuvent être concernées par cette consommation excessive du sucre. Ce serait quoi d'autre à part le diabète ? Eh ben, on a parlé du cholestérol, tu vois, l'accumulation du cholestérol qui peut produire des maladies cardiovasculaires. On suppose très fortement que la maladie d'Alzheimer serait un diabète de type 3. Alors ça, pour aller dans ton sens, je vous conseille un reportage, il est encore en vision libre sur YouTube, c'est « Le sucre nous rend-il bête ?» sur Arte. Là, donc on n'est pas en train de vous parler de discours complotistes, je sais pas quoi. Tout ce que nous avons dit dans cette émission ce soir, c'est sourcé. C'est-à-dire que vous pouvez retrouver les chiffres, les rapports, les personnes qui ont émis ces informations. Donc, le sucre nous rend-il bête ? Il prouve par A plus B que le cerveau de l'être humain est impacté par la consommation excessive de sucre au point de lui favoriser les maladies dégénératives. Oui. Ah bah oui, totalement. Totalement. Et puis ça impacte aussi ton système digestif. Donc si ton système digestif est impacté, ça impacte tout le reste du corps. Après, pour continuer, les impacts du sucre, tu as l'effet d'acidose du corps. Ça acidifie énormément. Et comme ça acidifie, ça provoque des inflammations. Tu vois l'arthrose, oui, par exemple. Oui. L'arthrose, c'est une accumulation d'acidité dans tes articulations. Et c'est un mal qui touche de plus en plus de personnes et plus jeunes, l'arthrose. De plus en plus jeunes, oui, effectivement. Pour le coup, moi, tu vois, avant d'arriver à la naturopathie, j'ai de l'arthrose au niveau des cervicales. Ouais, et j'en ai depuis que j'ai 22 ans. Ouais, depuis que j'ai 22 ans. Aujourd'hui, j'arrive à tourner la tête. Et tu n'y arrivais pas à l'époque ? Avant, je pouvais faire ça. Maximum. Ouais. Aujourd'hui, voilà, je t'emmène de chaque côté. Là, je sens que ça bloque quand je vais là, donc il y a toujours un petit peu. Mais Donc l'arthrose, ils appellent ça les troubles musculo-squelettiques. L'arthrose. Ouais. Et ça, donc oui, ça c'est de l'accumulation d'acidité et ça vient notamment à notre trop grande consommation de sucre qui acidifie énormément le corps. Pas que, il y a d'autres aliments, le mélange alimentaire qu'on peut avoir, ce genre de choses. Les mauvais mélanges. Oui. Ah oui, ça c'est une catastrophe aussi. On a tout ce qui est en rapport avec le cancer. Parce qu'on sait très bien que donc déjà les cellules saines aiment le sucre, mais alors les cellules cancéreuses, elles adorent encore plus le sucre et ça leur permet de se multiplier et surtout de survivre. Et en général, les personnes qui mangent énormément de sucre raffiné manquent d'activité physique. Je dis bien en général, hein, c'est pas automatique. Mais ça vient souvent avec, malheureusement, et il y a un manque d'oxygénation du corps. Et on sait que les cellules cancéreuses détestent l'oxygène. Donc, peut-être que le sucre, ça rend feignant aussi, non ? Ouais. Peut-être ça empêche l'activité sportive aussi, ça rend tout flagada et ça rend sédentaire un petit peu. Ça enlève la motivation. Ça t'endort, non ? Ça endort énormément. C'est un peu comme la cigarette. En fait, c'est ça, c'est une drogue, ça défonce en fait. Ouais, tu prends, t'es éclaté. Et c'est que tu t'en rends même pas compte. Ouais, c'est ça. Moi, le jour où j'ai vraiment arrêté le sucre raffiné, j'ai dit waouh, je me suis réveillé. Mais j'ai dit, mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Ça m'a fait le même effet que quand j'avais arrêté la cigarette. Oui. La cigarette, tu dis, ah ouais, je me sens un peu paf. Dès que tu arrêtes la cigarette, paf, tu te réveilles, ça va beaucoup mieux. Tu dis, c'est bon, je suis reparti. Le jour où j'ai arrêté le sucre raffiné, j'ai dit, waouh, mais c'est quoi ce bordel ? C'est incroyable. Donc là, c'est un autre monde. On a vu que là, il y avait beaucoup de maladies qui étaient touchées, dont le sucre était à la base justement du problème. C'est un des facteurs. Un des facteurs vraiment très importants, effectivement. Donc là, il faut faire vraiment attention. Et avant qu'on termine, parce qu'on a presque fini l'émission, il faut qu'on traite de ce sujet-là, des lobbies et de l'incointance entre ces géants de l'économie avec le politique. Et dans le livre, donc à la fin surtout, il donne un certain nombre de repères où il va citer les principaux lobbies qui vont intervenir en France et en Europe. Donc c'est une liste d'espèces de consortiums comme des associations
qui vont avoir des conseils d'administration. Et dans la plupart du temps, ces conseils d'administration sont pilotés par des grandes entreprises. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des représentants, ça peut être des représentants de Coca, de Kellogg's, de Pepsi, ils vont se mettre ensemble et ils vont adopter des noms comme le CEDUS, par exemple. Le CEDUS, c'est le plus gros lobby. C'est le centre d'études et de documentation sur le sucre. Et en fait, ils te donnent un nom un peu, tu as l'impression que c'est le CJD, comment ça s'appelle, le truc d'orientation, tu sais, c'est un truc institutionnel. Oui, mais le CEDUS. Alors en vérité... T'as un truc qui te dit, ouais, c'est un truc sérieux. C'est un truc sérieux. Alors en vérité, quand tu regardes dedans, en fait, c'est un groupe d'influence. Et leur objectif, c'est d'approcher des parlementaires au niveau européen, donc à Bruxelles, au niveau européen, pour soit contrer des projets de loi qui vont aller à l'inverse de ce qu'ils veulent, soit favoriser des choses justement qui vont aller dans leur sens à eux. Et on a la même chose au niveau national. Et là, dans le reportage d'Élise Lucet, elle s'est incrustée dans une réunion faite par une grande entreprise qui s'appelle Kraft Food. Donc c'est le deuxième plus grand dans l'industrie agroalimentaire au monde après Nestlé. Et normalement, il y a des parlementaires qui devaient participer à cette grande réunion. Et quand ils ont su qu'Élise Lucet, elle venait, ils ont annulé la venue de ces parlementaires. Mais ils ont quand même tenu la réunion. Et puis elle est venue, elle a commencé à parler, à interroger des médecins, des gens qui étaient connus à la télévision et tout ça, ils étaient là-bas. Et franchement, le manque de conscience des personnes, en fait, ça pose la question vraiment de est-ce qu'on a vraiment cette vraie volonté de vivre libre? Parce que si tu veux vivre libre, ça te demande de chercher, de documenter. Comment on peut laisser des gens faire des choses? Déjà, les étiquettes sur les produits, on ne les lit pas. La plupart des gens, ils lisent pas. Ils ne regardent pas les ingrédients. Même si on lit, on ne comprend pas. Hein? Même quand on le lit, on ne le comprend pas vraiment. Et en fait, ça, ce qui est fou... Moi, je ne le comprends pas forcément. Non, mais tu as raison. Et ça montre quand même... 1,6 g de machin, truc... Ouais, ok, c'est bien, mais qu'est-ce que c'est, tu vois? Mais tu as tout à fait raison. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'ils changent les noms des produits. C'est-à-dire qu'ils te mettent du sirop de sucre, mais ils vont l'appeler, eux, sans je sais pas combien. Alors que ce code-là, ça correspond... Ouais, voilà, exactement. Ouais. Ils vont te mettre un édulcorant ou un caramel. Par exemple, vous savez l'aspartame, je crois, je sais pas quoi aussi. Oui, en fait, ils changent les nomenclatures. Toi, déjà, c'est écrit en tout petit, c'est fait exprès, ça t'éclate les yeux. Ensuite, tu vas lire le truc, les 3/4, tu les comprends pas. Donc, au final, qu'est-ce qui va t'influencer et que tu vois en plus gros? C'est le marketing. Le marketing, tu le vois très bien. Tu as les lettres de l'alphabet, là, tu sais, A, B, C, D, E, tu vois, il y a le B, le Nutri-Score et tout ça. Ouais, tu vois B, tu fais, c'est forcément bon. Ouais, voilà. En fait, là, il y a un projet, pour vous donner un exemple sur cette question du lobbying. Il y avait eu un projet de loi à un moment donné, c'était de mettre un feu tricolore. Feu rouge, ce produit-là, il est plein de sucre. Feu orange, c'est genre... Pas beaucoup, mais il y en a quand même. Feu vert, c'est bien. Et ils ont fait des pieds et des mains. Pour pas que ça se fasse, eh bien, figurez-vous, ça s'est pas fait. Mais maintenant, il y a les applications, tu sais, tu scannes le code barre et ils te disent machin. Ouais, c'est pareil. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, je me méfie est-ce que aussi. c'est... en fait, il y a... Ça dépend sur quoi tu te bases, en fait. J'ai vu des paquets de pâtes qui étaient en B. Oui, des pâtes, oui. Mais non, je vais pas dire la marque. Tu as le droit. Hein. Des dépenses non, c'était juste la pub pour faire un peu de publicité. Mais non, c'est jamais. Non, j'ai pas ces trucs-là, c'est dégueulasse. Mais non, mais c'est sponsorisé, il n'y a pas de problème. En B, ça devrait être du C'est lui F. de justesse qui l'a dit, c'est pas moi. Oui, c'est vrai, tu as raison. Donc, la nomenclature et qu'est-ce que ça signifie? Donc, ça dépend, de sur quoi tu te bases. Ça dépend des nutritionnistes qui ont donné le feu vert pour tel aliment. Les nutritionnistes qui sont payés grassement par ces entreprises. C'est pas des nutritionnistes indépendants, c'est pas des scientifiques indépendants, c'est pas aussi des politiques. Alors normalement, les politiques, ils devraient être indépendants, mais on a bien vu que plusieurs fois, il y a des politiques qui ont été épinglés parce qu'ils étaient soit des anciens des entreprises qui bénéficient d'avantages, de marché, etc. C'était des anciens qui appartenaient au conseil d'administration des entreprises ou qui bossaient avec eux ou qui étaient consultants, ou d'autres situations comme celle-ci. Donc au bout d'un moment, avec tous les scandales qu'il y a eu, avec toutes les dérives qu'il y a, comment on peut encore faire confiance à ces produits qu'on met dans nos caddies? En fait, moi, ça me pose la question. Les gens, tu as l'impression qu'ils sont un peu,
Je vais pas dire qu'ils sont contre le système, parce que l'objectif, c'est pas d'être contre le système. L'objectif, c'est de... Ils sont critiques envers le système, tout ça, machin. Moi, je trouve que quand tu amènes des gens... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu arrives à faire en sorte que les gens puissent te critiquer pour que tu t'améliores, c'est que tu as réussi ton job en tant que système. Parce que le système, il ne doit pas se couper de la base de son peuple. L'objectif du système... Ouais, c'est ça, tout à fait. C'est le peuple. Hein. Exactement. Mais on peut agir. Tu vois, il n'y a rien qui nous empêche de faire des associations, il n'y a rien qui nous empêche d'écrire des bouquins, des articles, de tenir des blogs, il n'y a rien qui nous empêche. Mais c'est tellement insidieux, c'est tellement facile d'acheter ces produits. C'est bien fait, même marketingment parlant, c'est vendeur, il y a une petite mascotte toute sympatoche, des belles couleurs. Il te met Mbappé sur le produit, tu as les 3/4 des gens qui vont acheter juste parce qu'il y avait Mbappé sur le produit. Ça, c'est le pouvoir du marketing, il est incroyable. Il est incroyable. Non, même les gens qui travaillent dedans, ils sont... Moi, j'avoue, ils sont super forts. Ils sont très, 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 très forts. Ils connaissent comment le cerveau fonctionne. Exactement. Ils travaillent sur les neurosciences, ils travaillent sur les capacités d'apprentissage. C'est le neuromarketing. Le marketing qui touche directement ton cerveau. Alors là, c'est le cerveau, on parle d'adultes. Mais imagine le cerveau des enfants. C'est hyper perméable. Tu vois, tu les influences. Aujourd'hui, c'est... Et ça reste toute leur vie. Et bien sûr. Je sais pas ça se transmet aux enfants. Et bien sûr. Moi, je me rappelle les pubs qu'on regardait quand on était petit à la télévision. Jusqu'à maintenant, on les a dans la tête. Même les produits n'existent même plus. Les petites musiques, les petites jingles, machin, tu retiens tout ça. Tout à fait. Ouais. Et ça, c'est du marketing qui va directement dans ta tête. Et là, on n'est plus dans le cartésien, l'intelligence. Non, c'est qu'on touche tes émotions, on touche ton enfance, on touche ce qu'il y a de plus sensible en toi. Et après, quand tu fais les courses, c'est cette partie-là qui va se réactiver quand tu vas dans les rayons. Même quand tu vas voir les couleurs, les machins, ça exactement ce que j'allais dire. Il y a un truc qui s'enclenche, tu dis, il faut que je l'achète ce truc. Exactement. Et c'est des espèces d'achats compulsifs. C'est pas des choses parce que tu en as besoin ou parce que tu vas réfléchir, tiens, j'aimerais bien me sentir bien, quel produit le plus adapté, et je fais attention à la quantité que je mange. Donc moi, je trouve que ça pose beaucoup, beaucoup de questions quand même. Pour le café, par exemple. Écoute. Non, mais vraiment, mais attends. Le café, pour introduire le café au Japon, tu sais comment ils ont fait? Ah oui, j'avais lu ça. Il me semble que c'est Nestlé, je suis pas sûr. Mais pour arriver à ce que... Parce qu'ils ont fait plein de pubs, tout ce que tu veux au Japon pour introduire le café, ça ne marchait pas. C'est les bonbons café. Ouais, c'est ça. Et ils ont dit, ok, on va attendre un peu, mais on va toucher les enfants. Ils ont donné des bonbons au café. C'est ça. Adultes, ils buvaient du café. Et là, ils ont commencé à augmenter le marché du café au Japon. Mais ils sont super forts. J'avais vu ça dans une... Mais tu touches les enfants, tu touches l'avenir. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que dans les politiques publiques liées à l'éducation, ils sont partenaires de l'éducation nationale. Et normalement, il y avait un médecin qui a raconté cette histoire-là, normalement, ça devrait être l'État directement qui finance ces produits-là, ces projets-là, en accompagnant, en envoyant des professionnels. Mais c'est pas eux qui le font, c'est qui? C'est les grandes entreprises ou ces lobbies un peu qui font ce travail-là. Et après, toi, tu finis par t'habituer à eux et tu te retrouves entre leurs griffes et après, tu consommes. Il y a même eu, je sais pas si c'était une statistique officielle, tout ça, machin, mais la majorité des gens, quand tu parlais de cinéma, la première chose qui venait en tête, popcorn Coca. Ah oui. Tu dis cinéma, tu popcorn Coca. Ouais, bien sûr. Popcorn Coca, c'est obligatoire. Tu penses cinéma, tu penses popcorn, tu penses Coca, obligé. C'est ça. Ils avaient fait un travail dans les pubs et tout. Je sais pas comment ils avaient fait. J'avais vu un reportage dessus. Il y avait ça sur la 25e image. C'est un truc de ouf. Je sais pas si vous vous rappelez la 25e image. C'était, vous voyez, le principe du cinéma, normalement, c'est 24 images secondes. Ouais. 24 images secondes. Ils en parlent dans Fight Club, je crois. Et dans la 25e image, en fait, elle est incrustée. Et en fait, tu la vois pas, c'est une image subliminale. Ouais. Et elle avait été utilisée, je pense que c'était dans les pubs 70. Aussi, Bah oui, des années 70-80. Et que quand ils diffusaient ces publicités avec ce format-là, les ventes de produits, parce qu'avant, il y avait le cinéma, c'est pas comme aujourd'hui, c'était qu'il y avait de la réclame au milieu du film et tu sais, il passait avec avant. Et à Eddie Mitchell, la dernière séance, je sais pas si vous vous rappelez à l'époque, c'est un peu comme ça. Et en fait, les ventes explosaient quand il y avait Et donc après, ils se sont fait attraper et c'est devenu une pratique interdite, la 25e image. D'ailleurs, il y a Ayam qui avait fait une chanson, la 25e image, que je recommande de lire le texte, qui est vraiment très, 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 très intéressant et éclairant. Qu'est-ce que, justement, alors là, on ne reste pas longtemps pour l'émission, mais justement, si on devait avoir des choses qu'on doit arrêter de faire ou favoriser. En fait, le problème, pour être vraiment concret et direct, c'est que
on ne peut pas demander aux gens, je parle d'expérience, hein, Mhm. et aussi avec le témoignage qu'on vient d'écouter de Soueb, qui nous a livré son témoignage sur le diabète de type 2, c'est trop dur de dire aux gens d'arrêter des choses radicalement. Et en général, c'est comme les régimes, c'est trop draconien, c'est trop dur. Comment on fait justement pour s'orienter vers des solutions, mais avec une progressivité et une adaptabilité où on va se sentir un peu à l'aise, tout en sachant qu'on est quand même face à des choses qui sont extrêmement graves. Mhm. Parce que si on avait le mental nécessaire pour rester focus dans nos objectifs, ce serait la meilleure alternative en réalité. C'est-à-dire qu'on prend les décisions qui s'imposent et après, on a le mental pour tenir ces décisions. Mhm. Sauf que c'est compliqué. Parfois, dans une famille, alors on va dire, on prend un cas classique, un couple, 2 enfants, Mhm. t'en as un qui va faire un effort, pas l'autre. Et ça, c'est compliqué, tu vois, pour celui qui fait un effort, mais ça peut aussi faire culpabiliser celui qui ne le fait pas. Tu vois ? Mhm. Et on va pas tous s'isoler à la montagne avec un vieux sage chinois, avec Shiryu et Dragon Ball Z, pour arrêter tout ça, tu vois ? C'est impossible. Donc comment on fait justement pour passer de ce monde, de ces pratiques qui sont invasives, qui sont notre quotidien, à quelque chose de plus sain, mais en se donnant un petit peu le temps ? Est-ce que tu as pas des secrets, mais on va dire des alternatives, des choses, des conseils ? Comment on pourrait faire ? Alors déjà, la meilleure solution, c'est de se faire accompagner par quelqu'un qui connaît tout ça. Ça, c'est pour moi, c'est le jour où j'ai commencé à me faire accompagner, parce qu'au début, tu te dis, je vais me débrouiller tout seul, hein, ça va, on va pas abuser, je peux me passer des gâteaux, je peux me passer de ça, Ah, tu peux je vais pas. bien y arriver tout seul. Ah, tu peux pas, c'est dur. Tu tiens pendant un petit temps. Ouais, c'est vrai. Donc, le jour où moi, je conseille de se faire accompagner par des personnes compétentes. Des professionnels. Oui, qui sont passés par là. Donc, premier conseil, Euh, quand vous voulez entamer un changement dans votre vie, je pense que ça, c'est une règle générale, hein, même Mhm. quand tu veux faire du sport, afin d'éviter tous les problèmes et de perdre 6 mois, 1 an, 2 ans Ou même à te plus, faire oui. mal un petit peu partout, à faire les mauvaises pratiques, à pratiquer des sports qui ne sont pas adaptés, c'est de prendre quelqu'un qui va t'enseigner en même temps Mhm. que tu fais ta pratique. que tu pratiques, voilà, et qui sera toujours là pour t'épauler aussi, selon la personne que tu vas voir, mais voilà, quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer le temps de réadaptation. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que c'est une vraie détox, c'est une vraie désintoxication. Et ça peut prendre du temps. Non, ça va plus vite qu'on le croit, en fait. C'est comme... je parlais de la cigarette, c'est vraiment comme la cigarette. Les 2 premières semaines, c'est super dur. D'ailleurs, pour faire le parallèle avec la cigarette, c'est que les lobbyistes de la cigarette, au début, quand c'était des produits dont on faisait un marketing incroyable, d'ailleurs, celui qui avait inventé le marketing, c'est Bernays, le petit-fils de Freud. Et il était, je crois, il travaillait pour Lucky Strike. Oui. Il travaillait pour Lucky Strike. Oui, c'était Lucky, oui. Et quand on a commencé à mettre en lumière les problèmes que posait la cigarette, les gens du marketing, enfin les lobbyistes, ils se sont détournés de la cigarette et ils ont utilisé les mêmes techniques pour la promotion du sucre. Oui, d'accord. Ouais. Mais revenons à notre question sur les solutions. Donc oui, tu as ça en premier. Et peut-être même encore avant de se faire accompagner, c'est de prendre conscience à quel point c'est mauvais. Parce que et de vraiment prendre la décision par toi-même. Parce que mais qu'est-ce qui peut amener à prendre la décision ? Parce que tu peux parler comme ça, dire ouais, le sucre, c'est dangereux parce que toi, tu as étudié le sujet, tu as regardé peut-être plusieurs vidéos, etc. Mais quand tu as acquis cette conscience, je trouve que c'est difficile de la partager à des gens qui sont autour de soi. On peut le faire à travers une émission comme ça, c'est l'objet de l'émission. Donc là, si les gens prennent le temps, si les gens après, ils vont aussi lire le livre de Bernard Pellegrin, je vous le rappelle toujours, hein, Bernard Pellegrin, Le sucre, l'enquête sur l'autre poudre, où ils vont aller regarder le reportage d'Élysée Lucet sur Cache Investigation sur le sucre, etc. Cette conscience, ça va pouvoir arriver. Oui. Mais je trouve que c'est difficile. Oui et non. Enfin, comment le dire J'aime dire que chacun a son chemin, donc après, chacun s'ouvre à certaines choses ou pas. Malheureusement, pour la majorité des gens, les gens ouvrent les yeux pour beaucoup à partir du moment où il y a quelque chose de grave qui est arrivé. Oui, tout à fait, c'est vrai. Ça arrive beaucoup sur soi aussi ou sur un proche. Quand c'est trop tard aussi. Un choc, ouais. C'est ça, ouais, tout à fait, ouais.
Donc c'est pour ça que pour moi, la meilleure des choses, c'est déjà d'éduquer, donc effectivement les parents, mais surtout les enfants. Parce que ça passe par les enfants. C'est eux l'avenir, c'est eux qui transmettront après les connaissances. Donc ça passe par l'éducation des enfants. Même si les parents ne suivent pas, les enfants, de toute façon, au bout d'un moment, ils vont faire leur chemin. Alors oui, il y a 80% de leur apprentissage qui viennent des parents. Il reste quand même ces 20% qui impactent beaucoup plus qu'on ne le croit en grandissant. Et surtout, les enfants arrivent à avoir un recul sur les événements en voyant ce qui se passe sur les parents, en voyant ce qui se passe sur les grands-parents, en voyant ce qui se passe sur les autres. Ceux qui le vivent, des fois, on ne le voit pas forcément arriver parce que c'est comme vieillir. On ne se voit pas vieillir. Non, on ne voit pas du tout. À moins d'avoir une photo où tu te vois 10 ans en arrière, tu te dis « Ah oui, ok ». Sinon, tu ne te vois pas vieillir. Bah, c'est pareil. Il y a certaines maladies, certains symptômes qui arrivent petit à petit et tu t'en rends pas forcément compte. Et c'est les autres à l'extérieur qui se disent « Mais waouh, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je veux pas avoir ça aussi. » Moi, c'est mon cas personnel. C'est parce que j'ai vu des gens autour de moi et parce que je me sentais de plus en plus malade que j'ai dit « Non, je veux pas finir comme ça. » Ouais, la conscience par l'exemple, quoi. Donc voilà, c'est ça. C'est déjà de prendre du recul sur sa situation et prendre du recul sur la situation des autres pour se dire « Ok, qu'est-ce qui va pas ? Et qu'est-ce qui est à corriger ?» Parce qu'il y a forcément quelque chose qui va pas et qui est à corriger. Sinon, la société telle qu'on la connaît n'irait pas aussi mal. Oui, évidemment. En tout cas, on peut pas dire qu'elle aille bien, ça c'est certain, et on peut dire aussi que c'est en train de digresser de plus en plus. Donc, objectivement, c'est qu'il y a des choses à remettre en cause. Tout n'est pas forcément à remettre en cause, mais on a le droit de se poser la question de pourquoi les apprentissages qu'on a pu avoir, notamment via le sucre, via l'alimentation, puisque toutes ces choses-là, ça vient de notre éducation, on a le droit de le remettre en cause à un moment donné et après, effectivement, de prendre décision de « Ok, j'accepte ou je refuse, je vois une autre façon de faire. » Normalement, grâce à l'esprit critique qui est développé à l'école, on devrait arriver à ce résultat-là. Mais c'est beaucoup plus complexe. Par rapport à ça, l'éducation, si on prend l'exemple de l'éducation, c'est cité dans le livre les politiques publiques de santé qui ont été menées en direction des écoles. Ce qui est fou, c'est que ça a été fait avec le concours et la participation des lobbies du sucre et des grandes entreprises qui produisent ces produits qu'on est en train de, justement, contre qui on est en train de mettre en garde. Donc ça veut dire que il y avait le projet ADOP, qui était un projet scolaire qui avait commencé dans le nord de la France et qui avait été étendu dans d'autres écoles. Ensuite, ils ont fait le projet VIF. C'est un autre projet où justement il y avait une éducation par rapport à ce qu'il y a dans l'assiette, comment on mange, le petit déjeuner, etc. Et c'était sponsorisé par Ferrero, par Kellogg's, etc. Donc c'est aussi, il y a une intrusion de ces entreprises-là dans le modèle d'éducation pour façonner les gens et les habituer. Et au final, tu vas te dire, c'est rien, c'est juste un paquet de tel gâteau, c'est juste un biscuit, c'est juste des cornflakes, des trucs comme ça. Alors que c'est beaucoup plus dur aussi dans les familles d'éduquer à ça parce qu'il y a une facilité d'acheter ces produits. Tu vois partout avec la pub aussi. Donc et aussi, il y a une question économique. Ça coûte moins cher. On parle de produits industriels, c'est-à-dire que c'est des produits qui sont fabriqués dans des usines et ça va vite. C'est des millions de tonnes de produits qui sont... Même, il y a tes idoles, il y a tes fans, il y a tes idoles, il y a des trucs, tu les vois manger, tu sais pas si lui il le mange, c'est que c'est forcément... On n'a même pas parlé de ça, mais c'est un énorme problème. Là, si on reste que sur celui de l'école, ils ont eu le concours aussi de grands chefs cuisiniers. Alors les grands chefs cuisiniers, il vient là pour donner un peu, tu vois, avec toutes les émissions qu'on a sur la cuisine actuellement, tu avais Philippe Etchebest qui participe à ces projets-là, mais c'est bien. Parce qu'il a ou Cyril Lignac ou un autre. Ils vont arriver, on les voit, on les connaît. Ça fait un peu comme le footballeur, tu vois. Il arrive, mais ils vendent des produits. Enfin, ils ne se rendent pas compte qu'ils participent à quelque chose qui est assez insidieux. C'est que les sponsors, eux, en fait, ils surfent sur ça. Et après, tu les retrouves, c'est des gens qui sont dans ton quotidien parce qu'ils t'ont éduqué aussi à l'école. Tu les as vus à l'école. Tu as vu la boîte de Kellogg's à l'école. Moi, je me rappelle, quand j'étais au lycée, un jour, j'étais arrivé et je vois, il y avait des tables dans le hall de l'école avec plein de petits trucs, miel pops, tout ça et compagnie et tout.
Et souvent, ils font Ouais, c'est dingue, ça. des projets comme celui-ci, c'est-à-dire c'est un projet de santé en apparence. Ils vont te dire il faut donner son sang, il faut faire tel truc, on va te sensibiliser à tel projet ou tel pays qui souffre. Et derrière, tu as un sponsor. Alors, ils ont l'argent, évidemment. Mais est-ce qu'on croit vraiment qu'ils vont donner de l'argent gratuitement comme ça parce Mais- qu'ils mais- ils sont sympathiques et qu'ils sont altruistes, etc. Du coup, tu as dit un truc, ça m'a fait tilt. On pourra plus donner notre sang si on est tous, si on est tous infectés entre guillemets par cette drogue. Bah si, parce qu'on en a tous besoin de cette drogue. Donc on veut encore plus de sang avec plein de sucre. On va tous. Ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire. Ah Ça, oui. parce qu'ils disent qu'il faut être en bonne santé pour donner son sang. Ouais, mais après. Mais oui, si bien ton sûr, sang, Il si est- on bouffe tous du sucre et des machins et des c'est- mauvaises ouais, choses, c'est- on c'est peut plus mort. le donner notre sang. Non, après ça. Ou alors ils vont Après- donner du mauvais sang. Ou alors ils vont le donner à. Ce qu'ils le donnent vraiment. Le problème après, c'est que quand Les normes évoluent aussi. Oui, les normes. Et ils les font évoluer. Exactement, les normes évoluent. Et après, quand tu vois qu'il y a des projets comme ça qui sont détournés ou qui sont utilisés pour l'image, après, tu peux te poser la question sur le bien fondé de tous ces projets-là. C'est quand tu vois qu'aussi les gens donnent de l'argent pour des projets sur le cancer, par exemple. Et qu'après, tu as le mec, il avait volé, le mec de l'Arc, là, il avait volé une grande partie des sous. Donc, c'est les gens qui ont contribué. C'est des gens, ils se sont dit, tiens, on va aider la recherche contre le cancer parce que, voilà, un élan de solidarité, on est tous des humains, on est tous touchés par ces trucs-là. Et toi, tu te retrouves, il faut donner ton sang. Tu dis, mais attends, mais vous allez faire quoi avec mon sang? Et puis, il y a une responsabilité individuelle. Est-ce que nous, on vérifie? La plupart des gens, on vérifie pas, tu vois. Déjà, la conscience dont tu parlais, il faut lire, il faut étudier, il faut se renseigner. Oui, après, ça demande effectivement un effort derrière de recherche, mais c'est déjà de se rendre compte de l'état dans lequel on se trouve, et c'est de s'écouter, et écouter aussi de l'état dans lequel les autres se trouvent en face de soi. Observer, quoi. Oui, Comme il dit Vanda, il faut être aware. faut être aware, ouais. Non, mais c'est vrai. Les gens Un rigolent sur lui, visionnaire. mais je jure, franchement, il a tout à fait raison. Mais c'est juste... oui, effectivement, ça demande un effort supplémentaire, mais c'est juste ça, de regarder objectivement et de se dire, est-ce que ça va vraiment bien? Vraiment. Est-ce que ça va vraiment bien? Est-ce que je sens que j'ai toutes mes capacités? Est-ce que je sens que j'ai toute mon énergie? Ça, tout le monde peut le répondre. Moi, Je le vois avec tous mes consultants. Il y en a qui n'ont pas conscience et je leur demande, je dis, est-ce que tu sens ton énergie? Ce que tu dis là, moi, ça me fait penser à une chose. En préparant l'émission, je me suis dit, mais tous les cas de TDAH qu'on nous dit là depuis 10, 20, 30 ans, pas un problème avec le sucre. Le sucre et l'alimentation en général. Bah oui, évidemment. Parce Tu vois, que tout ce qui est métaux lourds, tout ce qui est toxines Ah oui, accumulées oui. dans le corps. Ah oui, mais les OGM, c'est vraiment un ensemble. TDAH, c'est quoi? C'est les trouble d'attention. trouble de là l'attention avec avec ou sans hyperactivité. Comme quand on en a parlé avec Cyril Lancard. C'est genre quoi? C'est-à-dire, tu peux pas regarder un film de minutes sans faire autre chose. Ça veut sans dire, machin, ça sans- veut dire que ton attention, elle est tellement limitée que tu as du mal à faire certaines activités dans le temps. Donc, au bout d'un moment, tu en as marre, tu vas te lever, tu sens que tu peux plus tenir, en fait. Tu vois, c'est les enfants, avant, on les appelait les hyperactifs, il y a longtemps. Et puis, avec la multiplication de ces cas-là, on a eu des observations un peu plus fines et on a donné cette nouvelle catégorie. Puis, il y a d'autres catégories, hein, parce qu'après, il y a des troubles qui vont devenir des troubles cognitifs. Donc, les 10, tout ce qui est dyslexie, dyspraxie, dyscalculie et Il y en a de compagnie. plus en plus. Et en fait, Enfin, aujourd'hui, on les diagnostique de plus en plus. voilà, c'est ça. Peut-être qu'il y en avait avant, mais on ne le diagnostiquait pas. Mais en tout cas, on peut se poser la question, je fais mon Pascal Pro là, tu vois, mais dans un autre registre, de l'influence de ces produits-là sur la multiplication des cas d'enfants TDAH. Alors, on n'a pas Je dis pas qu'il y a des expériences, tout ça, voilà, de chiffres, mais les chiffres le aussi. consensus médical ne donne pas Oui, de mais- cause à ça. mais En tout cas, ça attention. peut être une partie. Voilà, parce que, Voilà, mais après, attention, parce que même l'histoire du sucre et du jeûne aussi, on l'avait avec Thierry Delestrade, notre invité il y a Oui. quelques semaines, c'est qu'aujourd'hui, ces personnes qui font les diagnostics, quand elles vont pas dans le sens du vent, on se pose la question du sérieux de ces études-là. Effectivement. Parce qu'ils bénéficient d'argent de politique publique. Mhm. Voilà. Donc on a dit pas mal de choses. L'émission C'est arrive vrai. à son terme, mais on a tellement de trucs à dire sur Ouais, ce enfin, sujet-là. ça, c'est notre vie, en fait. Et puis on a bu de Tu vois, l'arrêt de juste bulle le- avant l'émission, donc c'est pour ça on a Ouais. encore envie de dire des trucs. Vas-y. Juste pour finir sur les conseils, donc Oui, effectivement, c'est Plus de important. reprendre, effectivement, de reposer les bonnes questions, de prendre du recul, trouver quelqu'un pour aider, justement. accompagner. Voilà, faut un accompagnement, trouver des gens qui sont dans la même vibe que soi pour arriver à
à se désintoxiquer, hein, tout simplement. Et effectivement, c'est d'y aller étape par étape. Au lieu de vous prendre du coca, vous prenez de l'eau. Tout le reste, vous continuez comme vous voulez. Vous avez envie d'un truc sucré, commencez par un fruit. Et après, si ça continue, prenez votre... Tu prends ton chocolat. Prends ton biscuit, ce que tu veux. Moi, je mettais un léger sirop de fraises, tout ça, machin. Je sais que c'était pas bon, mais au moins, ça me... Ouais, Et dans 1 litre, ça Mais déjà, ça t'est... Voilà. Mais T'as pris maintenant, tu limites petit à petit. Si tu arrives à le faire d'un coup, fais-le d'un coup. Mais dans tous les cas, c'est au moins 1 à 2 fois dans le mois, tu fais, moi, ce que j'appelle ton escale alimentaire. un cheap meal. Ouais. T'as un jour où tu te fais plaisir. Voilà. Ouais, ça c'est bien ça. Un jour dans le mois, tu te fais plaisir. Un deuxième jour dans le mois, tu te fais Nous, on fait plaisir. le contraire en fait. Ouais. On se plaise tout le temps. Ouais. Et un jour par mois, on mange des brocolis. Après, J'ai mangé des brocolis quand même. Ouais, non, j'en ai mangé un, je l'ai recraché. Ouais. J'ai mis du Nutella dessus pour faire passer un peu le goût. Ouais. Non, mais c'est super important pour Ouais, se c'est faire vrai. plaisir. Ouais, c'est Voilà, important. parce que, mais il y a aussi une autre façon de se faire plaisir. Et pour le côté social, de se dire je suis toujours intégré dans le groupe. Parce qu'on est des humains, hein. On Ouais. reste des animaux, Tout à fait. on a besoin d'être intégré dans le groupe. Et là, juste de faire ça, c'est tu fais ton repas avec tes potes, tu manges comme eux, tu profites de ce moment-là. Et c'est très important. Donc, étape par étape, vraiment y aller petit à petit et de s'autoriser à quelques instants. Très bien. Donc, faut Ok. faire comme on. Mais il faut aussi remarquer sur soi-même, parce qu'en fait, peut-être qu'on se rend pas compte, tu vois, qu'on est tout le temps fatigué, que machin. Peut-être on se dit c'est autre chose. Ouais, c'est vrai. Mais peut-être vérifier ça. Enfin, s'écouter soi-même. Ouais, C'est-à-dire, ouais. voilà, j'ai dormi 12 heures, mais je suis quand même fatigué. D'où- Enfin, pendant une D'où semaine, j'ai pris des arriver à vapes. prendre du recul et de se demander vraiment Peut-être est-ce la que je personne vais va pas se bien. rendre compte. Ouais, c'est vrai, Ouais. t'as raison. Est-ce que je vais bien? Est-ce que j'ai vraiment de l'énergie? Ouais. Nous, l'humain, on devrait avoir de l'énergie jusqu'à au moins 80 ans. On devrait commencer à tomber malade à au moins ouais. 80-90 ans. C'est pas le cas. L'humain est fait pour ça. À partir Il de 50, fonctionne comme ça. 60 ans, les gens tombent malades. Hein. C'est ça. Normalement, de 50-60, c'est même pas la moitié. Incroyable. Donc, tu devrais au moins être bien dans les 2/3 de ta vie, voire les 3/4. En plus, on vieillit Pas de plus longtemps, mais pas forcément en bonne santé, puisque c'est ça Non. le facteur le plus important. Non, il faut prendre des trucs pour Ouais. survivre. Tout à Donc, fait. ouais, voilà, posez-vous la question de est-ce que je suis en bonne santé? Est-ce que je vais bien? Et si vous dites non à moins de 80 ans, c'est qu'il y a des questions à se poser. Très bien. Merci beaucoup. On aurait pu dire encore bien des choses sur ce sujet-là. On consacrera un autre thème lié à la santé, mais on reparlera du sucre parce que, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas prêt de s'arrêter et il faut continuer d'en parler, de sensibiliser, d'éduquer. Donc, vous Sucre étiez... raffiné. Hein. Sucre raffiné, évidemment, Ouais, ouais. pas le sucre Et le naturel. sucre roux, là, non? Non, En c'est fait- raffiné aussi. En fait, C'est raffiné aussi, il est ok. coloré, en fait. Non, c'est vrai, on m'a toujours dit que c'est bon pour la santé, c'est un sucre roux, machin. Ok, c'est du flan. Il en est fait. moins pire que le sucre raffiné, Blanc. mais alors le sucre blanc, mais de pas très très loin. Quoi. Ouais, ils disent Ok. ils mettent une couleur caramel dessus pour donner l'impression que c'est du bon sucre, tu vois. D'accord. Qu'il est ok. plus proche de la canne à sucre et tout ça. Tu veux un truc sucré, tu prends du miel. Ouais, le miel. Faut ouais. pas en abuser, hein. Ouais, le miel, ouais. Mais même un diabétique La mélasse. peut prendre du miel. La mélasse aussi. La mélasse, oui, il y a encore quelques nutriments, ça dépend à quel point elle a été Ouais, chauffée c'est ça, ouais. et transformée, parce qu'il y a quand ils te Ouais, foutent, parce que c'est parce des qu'aussi trucs le dedans, goût dioxyde aussi. de carbone. Ouais, le goût aussi, il est un peu. Moi, j'avais testé, Ouais. il est un peu fort le goût de la mélasse. Ça Mm. dépend comment tu l'utilises. Ouais, ouais, puis ça dépend de comment elle a été faite. Enfin, en Ouais. général, c'est chauffé et tout, donc Y a plus- miel. Ouais, le miel, ouais. C'est vrai. très bien le miel. Mais du bon miel. Oui. Du Ah, mais bon c'est miel. ça aussi, oui. c'est Parce pas qu'il du y a. bon miel aussi, ça non, aussi, Eh ben, non, Non, mais du vrai miel. il y a- Voilà, il y a- quand je dis il y a- miel, c'est il y du a- Moi, je suis vrai miel. l'apiculteur, quoi. Faut aller chez l'apiculteur et aller. Voilà, ouais. il y a une fraude énorme sur le miel en France. Et vous avez des produits soi-disant qui sont du terroir, etc. D'ailleurs, vous avez beaucoup de reportages sur ce sujet-là, soi-disant terroir et compagnie, qui ne sont pas du miel, du vrai miel. C'est que du sucre, c'est que des produits artificiels, on va dire. Et en fait, en plus, ils te le vendent super cher parfois, et tu te fais arnaquer 2 fois. Tu t'as payé Il y a une cher. abeille dessus. Ouais, mais il y a une abeille, voilà, tout à fait. Voilà. Tu vois, le marketing, tu vois, t'arrives, tu vois l'abeille, tu dis c'est forcément du bon miel. ben oui. Ouais, voilà. On fera peut-être un sujet justement sur le miel. Ça sera un très très bon sujet parce que sans parler que le miel, on peut parler du pollen qui est dans la ruche aussi, qui est un produit. On peut parler aussi de la thérapie avec les piqûres d'abeilles aussi, qui est une thérapie qui ressemble un petit peu à l'acupuncture et qui fait fureur en Angleterre. Ça cartonne en Angleterre. Vous avez, sur la santé, on a 1 milliard de sujets qui sont très intéressants. Voilà, on se retrouvera pour un prochain numéro. Oui, Le évidemment. sel. Ah ouais. Il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, donc on a terminé Et de- pour le MK Mag, ce
numéro de ce soir où on a parlé du sucre. Je vous rappelle le livre de Bernard Pellegrin, le journaliste, qui a écrit Le sucre, l'enquête sur l'autre poudre aux éditions Talendier. Vous pourrez retrouver le livre en description de la vidéo. Je remercie Sofiane pour avoir été aux commandes et de ses interventions pertinentes et de ses vérifications en tant que huissier de justesse. Exactement. Et aussi DJ, parce que c'est lui qui est aux commandes de la technique. Merci beaucoup pour tes interventions. Merci à vous. Merci à Camille aussi. Camille qu'on peut retrouver sur Instagram. Camille coach naturo. Donc naturopathie, santé, énergie, avec un programme que tu as mis en place et qui peut justement accompagner les gens sur ces problématiques-là. Ah bah oui. Énormément. Donc, ça, c'est une problématique que je rencontre très régulièrement, ça, malheureusement. abonnez-vous à son compte Instagram. Quant à moi, vous pouvez me retrouver. Donc, Mohamed Koussa ou MK Academy, non. Mais Academy, oui. Sur tous les réseaux, YouTube et compagnie. On se retrouve sur KSM 610 Radio pour une prochaine émission. En attendant, faites attention à ce que vous mangez et à bientôt.